Bon, on va reprendre peut-être. Hein. Là, aujourd'hui, c'est staccano, là. Hein. Je vous soumets un rythme d'enfer, là. Je suis affreux. Je parle d'inégalité, et puis je vous soumets un rythme de staccanoviste. Mais là, on a vraiment du travail. Mais on finira peut-être avant. On va voir comment ça se passe. Vous êtes d'une patience vraiment extraordinaire. Donc, vous voyez, regardez là, juste pour vous montrer simplement. Vous voyez qu'il y a décélération, vous voyez qu'il y a ralentissement dans l'augmentation, vous voyez, de l'offre relative de travail qualifié. Surtout à partir des années 80, ça se décélère. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'alors qu'il y a accélération de la demande pour des gens qualifiés, il y a décélération de l'offre de travail qualifié. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce double mouvement, évidemment, qui a contribué à l'augmentation des inégalités au sens large. Donc, quand je disais les mesures d'égalité, je suis toujours dans l'inégalité au sens large aux États-Unis. Donc maintenant, ça explique en gros les inégalités, l'augmentation des inégalités aux États-Unis au sens large. D'accord? Donc on a vu le commerce, la désyndicalisation, on a vu que c'est vraiment l'accélération du changement technique biaisé et, dans une certaine mesure, le ralentissement de l'offre de travail qualifié, dans la croissance de l'offre de travail qualifié, les deux ensemble qui contribuent le plus à expliquer l'augmentation des inégalités de salaire aux États-Unis. Et donc, cette inégalité de salaire, comme beaucoup de gens, Stiglitz et d'autres ont fait remarquer, ça a contribué à l'endettement, parce que les gens qui étaient moins bien lotis se sont endettés, et cet endettement a nourri la crise qui s'est produite récemment. Donc, il y a eu un gros coup de cette inégalité aux États-Unis qui a été la crise de l'endettement. Hein, d'accord? Donc, ça, donc, je n'ai pas malheureusement le temps de parler beaucoup de ça, mais il faut garder ça à l'esprit. Alors, je veux parler d'une autre. Vous vous souvenez que j'ai parlé de plusieurs mesures d'inégalité. Il y avait les inégalités globales, Gini, etc., ou le 90-10, et j'ai parlé de la mobilité sociale, et j'ai parlé de l'inégalité en haut de la distribution des revenus. Et je vous avais dit que celle-là aussi avait augmenté. Hein. Les travaux de Piketty, Saez, Atkinson montrent que cette inégalité-là aussi a augmenté depuis les années 80 en particulier. Et ce que simplement je veux vous montrer là, c'est la chose suivante. C'est vous donner la figure suivante. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens qui disent il y a cette inégalité-là, donc ce qu'il faut faire, c'est taper dessus et de manière indiscriminée. Et moi, je dis là, pousse, parce que, attention, regardez quand même ces deux courbes. Donc, j'avais montré ça pendant la série inaugurale, je le remonte maintenant. Il y a la courbe en rouge, c'est la fraction du revenu aux États-Unis gagnée par le top 1%, hein, d'accord? Et on voit bien qu'effectivement, depuis les années 80, ça se met à croître très vite. Et en gris, c'est le nombre de brevets par habitant, en gros. C'est l'intensité d'innovation aux États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution remarquablement parallèle entre, d'une part, l'inégalité tout en haut de la distribution des revenus et l'innovation. Et donc, ça m'a intrigué avec d'autres auteurs. Et donc, on a voulu comprendre est-ce qu'il y avait un lien causal. Et effectivement, on a montré qu'il y avait un lien causal de l'innovation vers le top 1%. C'est-à-dire que l'innovation est une source d'augmentation du top 1%. Il y a eu accélération de l'innovation aux États-Unis et il y a eu aussi accélération. Alors, ça ne veut pas dire que tous les gens qui gagnent le top 1% sont des innovateurs. Si vous voulez, vous avez également des gens qui ont des rentes de situation. Par exemple, il y a des gens, ils profitent de ça. Ils ont des hôtels, et je n'ai rien contre des hôtels, où ils ont des endroits très sympas, et tout d'un coup, ils profitent du fait qu'il y a l'innovation ailleurs, que l'endroit devient très prisé, et leurs revenus augmentent beaucoup. Donc ça, ils n'ont pas innové eux-mêmes, vous voyez. Il y a des gens qui spéculent, il y a différents moyens, il y a différentes sources de top 1%. Et c'est pour ça que je dis, j'ai cette comparaison, je me suis fait un ennemi terrible, mais parce que ça me sert dans ma présentation. Je dis que Steve Jobs, ce n'est pas Carlos Slim. Comment je représente ça? Je dis Carlos Slim, en gros, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, et je suis très injuste, mais c'est un monsieur qui, au Mexique, a profité énormément de la privatisation des télécoms de Mexico, Telmex, et sous Salinas, je connais très bien l'histoire, et il avait essentiellement un monopole privé non régulé, où Salinas avait des parts, by the way. Je connais bien l'histoire, je les ai bien connus. Hein, je ne vais pas vous raconter mes histoires. Et du coup, moi, je faisais une communication. J'étais marié dans une vie précédente avec une personne du Mexique. Voilà. Et je n'ai pas divorcé à cause du prix des communications. Je ne veux pas avancer. C'est pas à cause de ça. Voilà, ça arrive. On est bons amis. Mais ce qui s'est passé, c'est que le prix d'une communication au Mexique, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs, quoi. Et donc, tout ça allait dans les poches de M. Slim. Ce n'est pas la même chose que M. Steve Jobs. Ce n'est pas la même chose que... Voilà. Donc, si vous voulez, il y a différentes sources de top 1%, et je pense que quand on s'attaque au top 1%, il faut se dire
à qui je m'attaque et comment, et pourquoi je veux m'attaquer, d'accord? Il faut avoir à l'esprit que déjà l'innovation. Et donc, ce que j'ai montré dans ces travaux que j'ai fait avec ces auteurs, c'est qu'en fait, eh bien, il y a un lien entre l'innovation et le top 1%. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que l'innovation vous donne des rentes à l'innovation. Alors, mais seulement c'est une bonne source. Je ne dis pas qu'il ne faut pas taxer toutes les sources de top 1%, parce que moi, on m'a fait dire, un article d'un collègue de l'école des hautes études m'a fait dire que j'étais pour ne pas taxer les riches. Donc c'est une erreur, je suis pour une taxation progressive, évidemment. Mais je me suis dit qu'on ne peut pas traiter les revenus de l'innovation comme on traite les revenus d'une rente pure, c'est évident. L'innovation, pourquoi? Parce que l'innovation a des vertus que l'enrichissement à la Carlos Slim n'a pas. L'innovation, à Carlos Slim, je dirais, c'est l'idée que j'ai un monopole et que j'ai des barrières à l'entrée, en gros. Hein, parce que si on laissait toutes les compagnies de télécommunications aller au Mexique, M. Slim aurait fait moins d'argent, évidemment. Bon. Donc c'est une autre source de top. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre l'innovation et les barrières à l'entrée? C'est que l'innovation, d'abord, ça crée de la croissance. Nous l'avons vu déjà. L'innovation, c'est la source principale de croissance dans les pays développés. Donc c'est déjà pas mal, quand même. Ça vous donne de la croissance. Deuxièmement, l'innovation, c'est vrai que ça vous donne de l'inégalité, mais ça vous donne de l'inégalité de manière temporaire, parce qu'à un moment donné, vous allez être imité par d'autres et vous allez perdre vos rentes de l'innovation. Ou bien quelqu'un d'autre va faire mieux que vous et vous allez disparaître du marché. Et parce qu'il y a en fait la destruction créatrice. Et donc, la destruction créatrice fait que les rentes de l'innovation sont temporaires et que l'innovation crée de la mobilité sociale. Et ça, je vais vous le montrer sur une figure de manière très claire, c'est qu'en fait, regardez, c'est très intéressant. C'est là. Ça, c'est la relation. Alors, je sais, quand je mets tous ces points, vous allez dire, mais tout ça, vous trichez. Je vais vous montrer les tableaux. Mais en fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a une corrélation très forte. Donc, j'ai repris les mesures de mobilité de Chetty. J'ai effacé le nom de Chetty et Saez. J'ai repris leurs mesures de mobilité sociale et j'ai regardé. Et j'ai vu que les endroits où le taux d'innovation est le plus fort aux États-Unis, c'est l'endroit où la mobilité sociale est la plus forte. Et notamment la Californie, le Massachusetts, etc. Donc, c'est-à-dire que l'innovation va de pair avec la mobilité sociale. Vous voyez, tandis que les barrières à l'entrée réduisent la mobilité sociale et n'augmentent pas la croissance. Vous comprenez? Donc, et il y a une autre chose qui est fascinante également, c'est ça, c'est cette figure-là. Cette figure-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Cette figure-là, elle me dit que, regardez, là, j'ai classé les États américains en termes, et des États années. Donc, je peux avoir des fois le même État qui a plusieurs endroits. Mais là, c'est les endroits ou années où il y a le moins d'innovation et là où il y en a le plus. Et bien, quand vous regardez le lien entre l'intensité d'innovation là et le niveau de top 1%, et à nouveau, je retrouve le fait que plus vous faites de l'innovation, plus le top 1% est élevé, d'accord? Mais si je regarde le lien entre l'intensité d'innovation et le Gini, ça c'est le Gini 99, c'est le Gini où j'enlève le top 1% et je garde tout le reste, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de relation. C'est-à-dire que l'innovation a cette caractéristique formidable qu'elle n'est pas reliée en tant que telle à l'inégalité au sens large. Donc, faire davantage d'innovation, c'est vrai que ça vous augmente le top 1%, puisque c'est une des sources de top 1%, mais ça augmente la mobilité sociale et ça ne vous augmente pas l'inégalité au sens large. Et ça, c'est quand même très intéressant, vous voyez. Donc, vous vous dites quand même, je prends l'innovation. Tandis que le monsieur Slim, je peux vous garantir que le Gini augmente, vous voyez, je veux dire. Il fait augmenter le Gini, il réduit la mobilité sociale et il réduit la croissance. Ça, je ne prends pas, ou ça, je ne traite pas de la même manière. Et c'est ça ma différence avec Piketty et d'autres quand ils parlent du top 1%. Parce que dans leur tête à eux, tout le top 1%, c'est purement des rentiers, etc. Il lit Balzac, mais il n'a pas lu Les Illusions perdues. S'il avait lu Les Illusions perdues, il sait qu'un tiers du livre, c'est sur l'innovation dans l'imprimerie à Angoulême, d'accord? Donc il verrait le mot innovation, innovation, vous voyez, voilà. Bon, donc, voilà. Alors, je vais simplement vous montrer des figures, je ne veux pas vous embêter avec ça. J'avais cette partie 2 vous voyez, donc voilà, je mets ça là. Alors je vais dans l'affichage, alors je fais mode lecture plein écran, voilà. D'accord, donc j'ai montré à nouveau, donc j'ai ces trois figures, mais là c'est très intéressant, parce que là je regarde en Suède. C'est très intéressant la Suède. La Suède, c'est l'évolution du top 1%. Vous voyez, qui augmente également en Suède depuis surtout les années 90. Le top 1% augmente. Les brevets par habitant augmentent. Mais en Suède, le top 1% n'augmentait pas tellement jusqu'aux années 90. Et le top 1% se met à augmenter au niveau des années 90 parce qu'ils ont fait des réformes en Suède, dont je reparlerai par la suite, qui ont stimulé la croissance et l'innovation. C'est celle que j'aimerais voir la France adopter. Moi, j'aimerais beaucoup que la France, je ne veux pas dire qu'on doit copier la Suède, parce qu'il y a des choses que la Suède n'a pas bien faites, comme l'éducation par exemple, où il y avait un système comme la Finlande, ils l'ont abandonné. Mais ils ont fait un certain nombre de réformes de l'État et de la fiscalité
qui a fait repartir la croissance et l'innovation. J'en parlerai la prochaine fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que les brevets en Suède ont commencé à augmenter très vite à partir des années 90. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que le Gini en Suède n'a pratiquement pas bougé depuis les débuts des années 90. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire des réformes qui, certes, ont augmenté un peu la part du top 1%, mais qui ont augmenté leur croissance de la productivité, qui ont augmenté leur taux d'innovation, mais qui n'ont pas fait bouger le Gini. Donc c'est intéressant, des réformes comme ça, moi je prends. Voilà, comme je dis toujours, je prends ça. Vous me donnez une réforme, je n'augmente pas l'inégalité au sens large, j'augmente, ou en tout cas je ne réduis pas la mobilité sociale, même si j'augmente un peu le top 1%, et j'augmente la croissance en faisant ça, je prends une réforme comme ça. D'autres diraient non, comme ça augmente le top 1%, je ne prends pas. Et c'est ça le débat, vous voyez, même au sein même de la gauche française, entre une gauche plus réformiste et une gauche moins réformiste. On va pas revenir là-dessus, mais en gros c'est ça, c'est qu'on ne voit pas le problème de la même façon. Voilà. Donc si vous voulez, je voulais simplement vous montrer ça, et je voulais vous montrer également un truc intéressant. Donc là, on voit des tableaux sur la mobilité, donc je ne vais pas vous en parler, mais il y a toute une série de mesures de la mobilité sociale. C'est la probabilité que l'enfant soit dans le top quintile quand les parents sont dans le quintile inférieur, et différentes mesures d'inégalité. Ça, c'est le revenu espéré de l'enfant si les parents sont dans le quartile inférieur, etc. Et toutes sont corrélées avec l'innovation. Vous voyez qu'on voit vraiment la mobilité sociale et l'innovation qui sont très fortement corrélées. Et on voit aussi, on peut montrer que c'est surtout le fait de ce qu'on appelle les entrants. C'est l'innovation par les entrants qui est corrélée avec la mobilité sociale, pas tellement celle des innovants, l'innovation de ceux qui sont déjà en place. Donc c'est vraiment l'histoire que l'innovation, c'est aussi l'entrée de nouveaux qui remplacent des anciens, et c'est ça qui est la force de mobilité sociale. Et évidemment, les barrières à l'entrée, qu'est-ce qu'elles font? Elles dotent du top 1%, mais d'une manière qui empêche justement à cette force de mobilité sociale de jouer. Donc en gros, qui est l'homme le plus riche en Suède aujourd'hui? C'est M. Skype, d'accord? Il n'existait pas il y a 20 ans. M. Skype, il y avait les Wallenberg essentiellement. Et M. Skype est devenu très très riche grâce au Skype, d'accord, qui ne marchait pas. À force de dire Skype, ce matin, je n'arrivais pas à le faire marcher. C'est ma punition, ça. Eh bien, la peur que je peux avoir, c'est que, alors en Suède, je vous dis, le Gini n'a pas augmenté, la mobilité n'a pas été réduite. Donc, est-ce que ça m'embête que M. Skype soit riche? Moi, ça ne m'embête pas. La seule chose que je peux craindre, c'est que M. Skype utilise l'argent qu'il a pour devenir un Carlos Slim, c'est-à-dire pour mettre des barrières à l'entrée de nouveau. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Évidemment, la taxation est un moyen, mais l'autre moyen, c'est la politique de la concurrence. C'est très important, la politique de la concurrence, la politique antitrust, très utile comme efficace. Un autre souci que je peux avoir, c'est que M. Skype peut racheter les politiciens. Comme aux États-Unis, vous savez qu'il y a eu un arrêt de la Cour suprême qui fait qu'il y a sans limite, eh bien, les compagnies privées peuvent financer des politiciens. Ça, c'est très mauvais, évidemment. Et ça, vous n'avez pas en Suède. Vous savez que chez nous aussi, les campagnes électorales sont très fortement régulées. On ne peut pas faire ce genre de choses. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus global que la réforme fiscale. Il faut d'abord une fiscalité intelligente qui distingue le top 1% qui vient de l'innovation de top 1% à la Carlos Slim. On veut une fiscalité redistributive, absolument, mais en même temps incitative pour l'innovation. Et puis, on comprend c'est-à-dire que la fiscalité, c'est un des instruments pour traiter du problème du danger que le top 1% empêche d'autres innovations, et ça vous le faites par la politique de la concurrence et aussi par la manière de réglementer les campagnes politiques et par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large du problème, et je crois que c'est ça qui est un petit peu la vision que moi je pousse, si vous voulez, basée sur ces travaux. C'est très intéressant que, par exemple, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça, mais par exemple, j'ai fait des études, en Finlande, parce qu'en Finlande, j'ai réussi à avoir des données individuelles. Et mes données individuelles finlandaises, elles sont très intéressantes parce que je peux suivre les gens. Je connais le revenu des gens individuellement et je connais s'ils ont fait des brevets ou pas. Donc ce que j'appelle un inventeur en Finlande, c'est quelqu'un qui a breveté au USPTO, c'est-à-dire qui a eu son brevet enregistré aux États-Unis. Donc en général, c'est les bons brevets, quoi. Les mauvais brevets, on ne les enregistre pas. Bon, aux États-Unis. Alors donc, ils ont, aux États-Unis ou au Japon ou Europe. Hein. Parce que les trois sont de très bonnes agences. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir d'abord, c'est que ce que j'appelle un inventeur en Finlande, c'est un monsieur ou une madame qui a inventé, qui a fait au moins un brevet enregistré aux États-Unis entre les années 90 et 99. Et les non-inventeurs, c'est des gens dans le même groupe de revenus qui travaillent avec ces gens-là, mais qui, eux, n'ont pas breveté. Et on voit que partout, les revenus, la croissance des salaires des gens qui ont innové est plus grande que celle des gens qui n'ont pas innové. Donc déjà, d'innover, on voit même sur des données individuelles que c'est un ascenseur social. Vous voyez ? Les revenus, le taux de croissance, la courbe orange est toujours au-dessus de la courbe bleue,
qui est la croissance des revenus à différents niveaux de revenus initial des gens qui n'ont pas innové. Et on le voit encore plus fort quand on regarde en haut de la distribution des revenus, c'est la distribution des revenus initialement, et on voit qu'un inventeur, eh bien, même partant d'un même revenu initial, eh bien, il prend l'ascenseur beaucoup plus entre les années 90 et 99 quand il a innové que quand il n'a pas innové. Donc on voit sur données individuelles que l'innovation est un facteur de mobilité sociale. Et je peux le voir même d'une manière encore plus forte. Ça, c'est revenu du capital, revenu du travail. Le revenu du capital d'un inventeur croît plus vite. Ça, c'est le ratio du revenu du capital d'un inventeur par rapport à un non-inventeur. Et ça, c'est les ratios de salaire entre inventeurs et non-inventeurs. Vous voyez que dans les deux types de revenus, les inventeurs gagnent plus, mais en plus, d'autant plus le revenu du capital que le revenu du travail. Donc, c'est une chose intéressante d'avoir en tête, si vous voulez, de regarder le détail de ça. Et juste un chiffre, parce qu'après, je vais passer à autre chose. On peut regarder le 4,5. Je prends, par exemple, je peux dire, voilà, est-ce que vous étiez dans le top 10% le plus riche en 90 ou pas? Et est-ce que vous serez dans le top 10% le plus riche en 99? Et 4,5, c'est la probabilité d'un non-inventeur qui n'était pas dans le top 10 en 90 de devenir top 10 en 99. Mais vous voyez que cette probabilité devient beaucoup plus grande quand vous êtes inventeur. C'est-à-dire qu'être un inventeur, c'est un ascenseur social extraordinaire. Et ça, tout à l'heure, je le montrais sur des données agrégées, mais là, je le montre sur des données individuelles. Je suis les individus et je vois qu'un monsieur qui a innové, il prend l'ascenseur très très vite, quoi. Et alors que quelqu'un qui n'a pas innové ne le prend pas. Et donc, on voit à un niveau individuel ce que je voyais tout à l'heure, au niveau moyen d'un État ou d'une municipalité. Vous voyez, donc, c'est important que l'innovation comme moteur comme moteur, à la fois, ces gens font du top income, mais c'est un moteur de revenus, de mobilité sociale. C'est très important. L'innovation fait les deux. Là, je sens que vous toussez, et donc, je vais passer tout de suite à la troisième partie. Et ça touche juste ce qu'il faut, vous voyez. Voilà. Alors, je vais maintenant passer à la dernière partie. Et la dernière partie, ça va être sur le... Oh là 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 là, j'ai fait un nouveau dossier. Voilà, c'est bon. Et là, maintenant, je suis partie 3. Vous voyez, maintenant, c'est une vraie partie 3, vous voyez. C'est la 3.3, là, maintenant. Vous voyez, là, elle est bonne. Alors, diaporama. Et maintenant, je vais passer à la politique de croissance. Donc, maintenant, on a vu pas mal de choses. Quand même, on a appris pas mal de choses depuis 1h30. Hein. On a appris comment on mesure l'inégalité. On a appris comment on peut expliquer l'inégalité au sens large, son augmentation. Hein. On l'explique par le changement technique biaisé. Et puis on a regardé l'inégalité tout en haut et on a vu qu'en tout cas, un des facteurs expliquants, c'est l'innovation. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des facteurs et qu'il est à prendre en compte et qu'il est quand même très intéressant parce qu'il n'a pas le même effet sur les différentes mesures d'inégalité. C'est pour ça qu'au début, je vous ai embêté sur les différentes mesures d'inégalité parce que l'innovation n'affecte pas l'inégalité au sens large et l'inégalité tout en haut de la même manière. Vous voyez, elle augmente l'inégalité tout en haut, mais elle n'augmente pas l'inégalité au sens large par elle-même. Voilà. Et elle augmente la mobilité sociale. Donc c'est une chose intéressante de distinguer les différentes. Quand quelqu'un maintenant vous parlera d'inégalité, vous leur direz « Oh, stop ! Minute papillon, quelle mesure d'inégalité tu as en tête ?» D'accord? Parce que ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous pouvez leur dire ça. Je voulais quand même rendre justice à Kuznets avant de poursuivre. J'ai une demi-heure, un peu plus. Je veux quand même rendre justice à Kuznets pour la chose suivante. Monsieur Kuznets, vous vous souvenez, on avait dit, il pensait qu'il y avait la transition de l'économie rurale à l'économie urbaine. Et on a dit, mais ça ne marche pas, puisque depuis les années 60-80, l'inégalité est repartie. Mais il y a une manière quand même de rendre justice à M. Kuznets. C'est-à-dire, M. Kuznets, le tort qu'il a eu, c'est de penser qu'il y avait une seule transition. C'est-à-dire, une fois pour toutes, on passe de l'économie rurale à l'économie urbaine. Mais la réponse à Kuznets, c'est de dire, cher monsieur, non. Chaque fois que vous aurez une nouvelle vague technologique, vous allez passer par un nouveau cycle de Kuznets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, vous n'avez pas tellement tort que ça. Simplement, au lieu que ce soit une fois pour toutes le passage de l'économie rurale à l'économie urbaine, chaque fois que vous aurez une transition, vous aurez le même genre de phénomène que vous pressentiez avoir entre l'économie rurale. Donc, je peux sauver Kuznets. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux dire que finalement, vous n'avez pas autant. Vous voyez, ne soyez pas désespérés, parce que vous n'avez pas raison de la manière dont vous pensiez que vous aviez raison, mais vous avez raison quand même dans le fond. Voilà. Comme ça, tout le monde est content, et comme ça, c'est l'harmonie. Voilà. Je veux maintenant parler de politique de croissance inclusive. Alors, c'est intéressant parce que tout le monde veut faire ça, tout le monde prétend qu'il veut faire ça. Hein. Tous les leaders politiques disent « je veux de la croissance et je veux que ce soit pour tout le monde ». Alors, il y a une manière de dire, une manière de regarder, c'est de dire, eh bien, regardons les effets de l'inégalité sur la croissance. Et là, malheureusement, on ne va pas très très loin. J'étais au FMI et j'ai vu qu'au FMI, les gens faisaient des études comme ça. Ils regardaient d'un côté la croissance et de l'autre le Gini. Et puis, ils ne voyaient rien. Et bien, je dis, mais c'est normal que vous ne voyiez rien parce que c'est très compliqué. Parce que d'un côté,
parce que d'un côté, l'inégalité, elle est incitative, c'est-à-dire que l'égalité parfaite, personne ne veut travailler. Il faut un peu d'inégalité pour travailler. Si tout le monde gagne la même chose, on ne travaille pas. C'est comme ça, c'est peut-être pas bien, il faudrait qu'on travaille juste pour l'amour de travail qu'on a, mais la vérité, c'est qu'on sait que les incitations jouent un rôle. Donc, si tout le monde gagne la même chose, quel que soit le niveau d'effort et le niveau de résultat, eh bien, vous n'avez pas beaucoup, les gens ne se mettent pas au travail. À ce moment-là, il faut la méthode Staline avec le Knut, etc. Qu'il faut pas, je ne suis absolument pas du tout, moi, avocat de cette méthode. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, l'inégalité, elle est incitative. Mais en même temps, l'inégalité a des inconvénients. Parce que, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a l'inégalité vous voyez, par exemple, quand vous êtes dans un pays où, pour aller, comme aux États-Unis, pour aller suivre l'université, vous avez besoin d'argent et que vous naissez d'une famille pauvre et que vous avez des possibilités d'endettement limitées, vous ne pouvez pas suivre l'éducation. Donc, vous avez des opportunités limitées. Donc, ça fait que des gens très intelligents qui auraient pu faire des choses, poursuivre différents projets, ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des contraintes de crédit. Et donc, c'est la combinaison des inégalités de richesse initiale et des contraintes de crédit fait que, eh bien, il y a des gens qui sont très malins, qui auraient pu faire des grandes choses, qui ne peuvent pas les faire. Donc ça, c'est quand même un des coûts de l'inégalité. C'est l'inégalité d'opportunité. D'accord? Donc ça, c'est un des problèmes de l'inégalité. Alors, vous ne voulez pas. Alors bien, vous auriez pu dire, peut-être pour la croissance, c'est pas gênant, tant pis que les riches qui investissent. Mais seulement, il y a des rendements décroissants. Vous vous souvenez de mes rendements décroissants, hein, quand j'accumule le capital? Si je laissais une seule personne investir tout, lui, il aurait à un moment donné des rendements décroissants. Ça serait beaucoup plus efficace que lui investisse un peu moins et que quelqu'un d'autre puisse investir un peu plus. Mais le quelqu'un d'autre, il ne peut pas parce qu'il n'a pas l'argent. Et c'est là que vous voyez de redistribuer, c'est important. Vous comprenez? C'est la combinaison des contraintes de crédit, des inégalités et des rendements décroissants par rapport à chaque investissement individuel qui fait que pour la croissance, c'est bon de redistribuer. Parce que si c'est un seul individu qui redistribue, à un moment donné, il rentre dans des rendements décroissants. Alors que ça aurait été beaucoup plus utile qu'il, par exemple, voyez bien, voilà, j'ai une entreprise, je ne peux pas tout contrôler, il faut qu'on partage avec d'autres. Et puis alors, il y a une autre source d'inégalité, il y a une autre raison pour laquelle trop d'inégalité, c'est mauvais pour la croissance, c'est la coopération. C'est par exemple, vous alliez par exemple en Colombie, vous voyez, qui est un État, ça m'a toujours intrigué la Colombie, parce que ça ressemble, ils veulent beaucoup imiter la France, mais ce n'est pas du tout comme la France. Voilà. Donc, c'est un pays en surface comme la France, vous voyez, le droit, le civil law, etc. On a vraiment l'impression qu'on est en France. Puis, on te gratte un petit peu, et puis on voit que c'est tout à fait une jungle différente. Et si vous voulez, vous alliez là-bas et vous étiez à Bogota, les gens me disaient que si tu vas là-bas et tu te fais voler tout le temps. Pourquoi? Parce que tu es un pauvre en Colombie, tu n'as pratiquement aucune chance d'arriver à un niveau d'éducation, donc tes revenus, si tu es honnête, sont très bas. Si tu voles, ils seront très hauts, ils sont plus élevés. Donc l'appât de vol est grand. Dans un pays très inégalitaire, eh bien, l'attrait de s'engager dans des activités non légales devient beaucoup plus important. Et on redistribue par la force, puisque l'État ne redistribue pas, je me fais ma redistribution moi-même. Donc si vous voulez, on sait, il y a eu des études qui ont montré que dans les pays très excessivement inégalitaires, il y a de la violence, il y a du crime, il y a voilà, de la non-coopération. Et donc, si vous voulez, ça, évidemment, ça porte atteinte à la croissance. Donc, si vous voulez, on sait que l'inégalité extrême n'est pas bonne pour la croissance. L'inégalité extrême au sens de Gini proche de 1, vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça que je veux parler, ou de trappe de pauvreté gigantesque. Donc, on sait que ça, c'est pas bon. Donc, si vous faites simplement de dire, voilà, quel est l'effet de l'inégalité sur la croissance, ben, ça va un peu, hein, c'est un peu comme ça va un peu dans tous les sens, vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas vraiment comme ça conclure à quelque chose. Voilà, parce qu'il y a des effets dans différentes directions, notamment ceux que je viens de mentionner. D'accord? Alors, il y a eu des études, évidemment. Moi, j'ai fait des travaux, d'autres aussi, sur chacun de ces effets-là. Il y a eu des travaux d'Alesina et d'autres sur l'inégalité comme source de violence, Roderick Alesina. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'imperfection de marché de crédit, rendement individuel décroissant. Il y a eu, voilà, tout ça a donné lieu à beaucoup de travaux. Je vous les résume là en 3 minutes parce que je n'ai pas le temps. Mais ça, il y a toute une littérature sur les effets contradictoires de l'inégalité sur la croissance. Donc là, on n'a pas. Alors, mais maintenant, et d'ailleurs, les études empiriques, Banerjee, Duflo et d'autres, ne font pas apparaître d'effets systématiques des inégalités sur la croissance. Évidemment, tout ça se mélange comme une espèce de grosse salade russe, et voilà, et on voit rien. Donc, si vous regardez les effets de l'inégalité au sens large sur la croissance, vous ne verrez rien. Donc, une approche beaucoup plus, à mon avis, utile pour réconcilier inégalité, croissance et maîtrise des inégalités, c'est de dire, ben voilà, quels sont les leviers de la croissance dans les pays avancés. Dans les pays avancés, eh bien, les leviers de croissance
On sait, différentes études l'ont montré, que c'est d'abord l'éducation et l'éducation supérieure. Ça, j'en ai parlé longuement la dernière fois. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. J'ai parlé d'un marché de la concurrence. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Ça, vous le savez pas maintenant. D'accord ? Le marché du travail aussi, dynamique, c'est important. Si je veux une économie, on sait que l'économie de la croissance dans les pays avancés est basée sur l'innovation. L'innovation, c'est la destruction créatrice. Ça veut dire qu'il faut pouvoir facilement embaucher et débaucher. Donc il faut un marché du travail qui permette cette flexibilité. Évidemment, il faut en même temps qu'il y ait sécurité des revenus et formation professionnelle, que nous n'avons pas vraiment chez nous. Bon, voilà, donc en tout cas, et puis il y a d'autres aspects, notamment la stabilisation macroéconomique, l'idée que le long du cycle économique, c'est important que les entreprises puissent maintenir leurs investissements innovants. Donc ça veut dire qu'ici, on a beaucoup d'instabilité macroéconomique, ils ne pourront pas maintenir leurs investissements innovants. Voilà. Et puis, il faut une politique fiscale incitative, c'est évident. Voilà, une fiscalité qui ne décourage pas l'innovation. Donc, on sait que ça, c'est des leviers de croissance dans un pays développé. Alors maintenant, on peut se dire, voilà, la chose qu'on peut faire, c'est au lieu de dire la relation entre croissance et inégalité au sens large, la manière de prendre le problème, c'est de dire prenons levier par levier et regardons l'effet qu'a chaque levier sur les différentes mesures d'inégalité que nous avons considérées. Et donc, prenons-les un par un. Donc, on peut commencer par l'éducation. Alors, l'éducation, c'est très sympa parce que l'éducation, ça va dans le sens que vous voulez complètement. Ça vous donne tout ce que vous voulez. Parce que davantage d'éducation, là, je mesure l'éducation par la performance au test PISA. Vous voyez, les pays qui vont plus à droite, c'est des bons tests PISA, qui sont les tests qui mesurent, dont j'ai parlé la dernière fois, donc je ne vais pas en parler trop, mais on avait vu cette figure la dernière fois, et on sait que la croissance est reliée au niveau d'éducation, mais il se trouve qu'également, le niveau d'éducation est relié à, on va voir, donc on sait que c'est un premier levier. Alors je vais revenir sur l'effet que ça a sur l'inégalité, mais on sait déjà que l'éducation, c'est bon pour la croissance. On sait également que quand vous êtes proche de la frontière technologique, un État américain proche de la frontière technologique, l'éducation supérieure est aussi particulièrement bonne pour la croissance par l'innovation. D'accord ? Tout ça, vous le savez déjà. Je ne vais pas reprendre ce qu'on a fait la dernière fois. D'accord ? Donc ça, c'est des leviers de croissance. Éducation, éducation supérieure. La concurrence, vous vous rappelez de cette figure, les firmes en bleu, c'est les firmes proches de la frontière technologique, les firmes en rouge, celles qui sont loin, et on sait que la concurrence, c'est bon pour la croissance dans les firmes qui sont proches de la frontière. Et évidemment, les pays les plus avancés ont plus de firmes bleues que de firmes rouges. Donc plus un pays est avancé, plus la concurrence est bonne pour la croissance. Ça, je fais des révisions là. Hein. Vous voyez, je fais des révisions. Hein. Donc ça, on le sait. Le marché du travail, c'est la même chose. Et là, il y a un truc très intéressant, c'est la macroéconomie. C'est une figure que j'aime beaucoup, parce que ça, c'est ma réponse à tous ceux qui disent qu'il ne faut pas faire de réformes structurelles. L'idée, c'est que là, je fais une politique monétaire plus contracyclique, c'est-à-dire plus à la Draghi, avec du quantity easing en récession. Et on voit qu'une politique comme ça, elle a beaucoup plus d'effet sur la croissance quand j'ai un marché des biens et services beaucoup plus libéralisé que quand j'ai un marché des biens et services beaucoup plus rigide. Donc il y a une complémentarité entre réformes structurelles et politique macroéconomique qui soit flexible. Bon, ça, c'est tout ce qui est bon pour la croissance. Je n'ai pas parlé d'inégalité maintenant. D'accord ? Donc maintenant, je vais parler d'inégalité. On les prend un par un. Donc qu'est-ce que j'ai dit ? Éducation, éducation supérieure. 1. Marché des biens et services. 2. Marché du travail. 3. Et politique macro-contracyclique. 4. D'accord ? Et combiné d'ailleurs avec le marché des biens, c'est particulièrement bon pour la croissance. On sait que ces 4-là sont très bons. Évidemment, la fiscalité, une fiscalité favorable à l'innovation, c'est très bien aussi. Alors maintenant, regardons l'effet sur la mobilité sociale de l'école. Eh bien ça, je reprends les figures de M. Chetty et je vois que les endroits où la mobilité sociale est plus grande, c'est également les endroits, vous voyez, où vous avez les meilleurs scores, c'est l'équivalent des PISA. C'est-à-dire que quand vous avez des meilleurs tests PISA, vous avez une mobilité sociale plus grande. Donc avoir un bon système éducatif, comme en Finlande, avec qualité des professeurs, tutorat, et puis avec une université accessible à tous et de bonne qualité, ce n'est pas seulement bon pour la croissance, c'est bon pour la mobilité sociale. Donc ça, c'est du gagnant-gagnant. D'accord ? Ça, je prends ça. D'accord ? Ça me donne de la croissance, de la mobilité sociale. L'éducation et l'éducation supérieure, je prends. Alors maintenant, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il en est de la flexsécurité, hein, de la flexibilité sur le marché du travail ? Moi, j'appelle ça la flexsécurité. Et là, c'est très intéressant parce que ce que j'ai là, je regarde en fait des mesures inverses de mobilité sociale. C'est la différence de revenus entre des enfants de parents riches et de parents pauvres. Donc plus grand, ça veut dire moins de mobilité sociale. Et je représente en abscisse
le taux de turnover. Vous savez, je vous avais dit qu'il y a le taux de création et de destruction d'emplois. Et c'est une mesure de dynamisme du marché du travail. C'est le taux à laquelle on détruit et on crée des emplois. D'accord? Eh bien, on voit qu'il y a une corrélation positive. Les endroits où il y a plus de turnover d'emplois, c'est les endroits où vous avez plus de mobilité sociale. Donc ça, c'est intéressant. Alors maintenant, évidemment, il y a une manière de le faire, la mobilité. Si vous avez une bonne formation professionnelle et des bonnes compensations pour les gens qui sont au chômage, et vous leur dites, voilà, vous gardez un salaire parce que vous serez en formation, vous aurez d'autant plus une relation positive entre turnover et job mobility. Donc la politique peut jouer un rôle, là, elle doit jouer un rôle. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut une bonne formation professionnelle. Ça vous rendra d'autant plus vrai que la mobilité du travail est compatible avec la mobilité sociale. Mais donc c'est quand même intéressant, c'est que même déjà aux États-Unis, où on n'est pas dans le modèle danois, c'est déjà le cas que les endroits où il y a plus de mobilité sociale, c'est les endroits où il y a le plus de mobilité sociale. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc là, c'est le marché du travail. Et maintenant, je passe au marché des biens et services. Ça, c'est la concurrence. Ça, c'est les endroits, je représente, où il y a le plus de taux de renouvellement des entreprises. C'est-à-dire une mesure de dynamisme du marché des biens et services, c'est qu'il y a le plus d'entrées et de sorties d'entreprises. D'accord? Eh bien, on voit que les endroits où il y a le plus d'entrées et de sorties d'entreprises, c'est également l'endroit où il y a le plus de mobilité sociale. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que déjà, l'éducation et l'éducation supérieure, on savait que c'était bon pour la croissance. C'est bon pour la mobilité sociale. Marché des biens et services dynamiques, c'était bon pour la croissance par l'innovation, c'est bon pour la mobilité sociale. Marché du travail dynamique, c'était bon pour la croissance, c'est bon pour la mobilité sociale. Et maintenant, je vais parler de la stabilisation macro. Ce que ça montre, c'est que, en fait, les endroits, les pays où vous avez, si vous voulez, davantage de volatilité macroéconomique, eh bien, vous avez davantage d'inégalités. C'est très intéressant. On le sait, l'inflation, l'hyperinflation, c'est surtout les gens les plus démunis qui en souffrent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous pouvez faire pour réduire la volatilité macroéconomique ou pour la traiter, eh bien, évidemment, ça va réduire la mobilité. Donc, il y a les stabilisateurs automatiques pour les individus, mais il y a également les stabilisateurs automatiques pour les entreprises. Tout ça va dans le sens non seulement de stimuler la croissance, mais également de réduire l'inégalité. Mais on peut également regarder, vous voyez, je vais vous montrer ces figures-là. Par exemple, qui souffre le plus pendant une récession? Eh bien, là, je regarde l'effet de l'emploi, du taux d'emploi d'un sous-groupe donné aux États-Unis en fonction du chômage dans l'État. Et vous voyez que ceux qui souffrent le plus, c'est les jeunes. Et c'est les jeunes aux États-Unis qui souffrent le plus en termes d'emploi quand vous avez beaucoup de chômage dans un État américain. Donc, si vous voulez, une grosse récession, c'est particulièrement mauvais pour les jeunes aux États-Unis. Vous voyez? Donc, ça crée de l'inégalité entre groupes, et notamment au détriment des jeunes. Et là, je regarde d'autres catégories. Je regarde, par exemple, ça, c'est le taux d'emploi, c'est le taux de chômage d'un groupe donné en fonction du taux de chômage. Tout à l'heure, je regardais des taux d'emploi, donc j'étais en dessous de zéro, et maintenant, je regarde des taux de chômage, donc je suis au-dessus. Je regarde l'impact du taux de chômage dans l'État américain sur le taux de chômage de différents sous-groupes de gens dans cet État. Et vous voyez que ceux qui en prennent plein la figure, c'est là les black males, évidemment, et les less than high school, c'est-à-dire que les hommes noirs, les hommes africains-américains et les individus qui n'ont pas terminé leur high school, et bien alors là, les pas qualifiés, ils en prennent beaucoup. Et vous voyez, donc les inégalités dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont exacerbées quand vous avez des récessions. Donc tout ce qui peut stabiliser l'économie macroéconomique est bonne, on sait déjà, pour la croissance, parce que ça fait que les entreprises maintiennent leur recherche-développement et leurs investissements innovants le long du cycle, mais c'est également bon en termes de réduire les inégalités au sein de la population. Donc ça, c'est certainement quelque chose que vous voulez. Et enfin, j'arrive à la politique d'impôt, c'est la taxation. Eh bien, là, ma philosophie sur l'impôt, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Jusqu'aux années 90, ils avaient un système avec des taux maximaux près de 90%, et ils imposaient pratiquement les revenus du capital comme les revenus du travail. Qu'est-ce que font les Suédois dans les années 90? Ils disent, voilà, on va réduire le taux maximum d'imposition à 57% sur les revenus du travail, et on va taxer les revenus du capital à 30%. Et ils ont fait cette réforme, et ça a été une réforme radicale. Alors évidemment, pour faire ça, pour la rendre crédible, ils devaient aussi réduire certaines dépenses, mais ils avaient l'équivalent d'un millefeuille comme nous avons nous, et ils se sont vraiment attaqués à leur millefeuille, ce que nous n'avons pas encore fait. Et du coup, ils ont pu conserver l'école et la santé de très bonne qualité,
avoir un système d'indemnisation du chômage très généreux, mais en même temps, ils ont pu en fait stimuler l'innovation et la croissance. Et quand vous regardez en Suède, l'innovation et la croissance ont été incroyablement stimulées. La croissance a été multipliée par 4, la croissance de la productivité suédoise, entre avant les années 90 et après les années 90. C'est quand même extraordinaire de multiplier son taux. Ils avaient des taux de croissance de 0,7 et c'est passé à 2,8, 3%, quoi. Ils ont eu des taux de croissance formidables en Suède. Donc ça a été formidable. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ils n'ont pas augmenté le Gini. Ils n'ont pas réduit la mobilité sociale. C'est vrai que la part du top 1% a augmenté en Suède, mais pas au détriment de la mobilité sociale et pas au détriment d'inégalités. Vous voyez, ils n'ont pas augmenté les inégalités au sens plus large. Donc, si vous voulez, ils ont fait un peu toutes les réformes dont j'ai parlé là, mais certaines pas très bonnes. Ils n'ont pas fait une bonne réforme de l'éducation. Ça, on peut revenir à un autre moment. Ils auraient dû garder le système qu'ils avaient avant. Mais si vous voulez, ils ont montré qu'on peut faire des réformes qui vont stimuler la croissance et en gardant le côté inclusif, vous voyez. Et c'est ça qu'on peut faire. Donc, ils voulaient une taxation qui soit redistributive, mais qui ne décourage pas l'innovation et qui distingue entre les bonnes et les moins bonnes. Alors, il n'y a jamais l'inégalité, c'est jamais bon, mais disons que dans les sources de top 1%, il faut savoir distinguer l'innovation des autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout taxer les innovateurs, il faut taxer tout le monde, mais on ne peut pas traiter, par exemple, le capital mobilier et immobilier de la même manière. Et il y a différentes choses, en tout cas, des leçons à tirer de ces expériences. Je ne dis pas qu'il faut copier ce qu'ils ont fait, mais il faut faire une réforme intelligente de l'État et de la fiscalité. Et si vous voulez, c'est un petit peu ce qui manque souvent, c'est que ceux qui réfléchissent à la réforme fiscale ne regardent pas ce qui se fait ailleurs et ce qui marche bien ailleurs, et d'essayer de comprendre pourquoi ça a relativement bien marché ailleurs. Donc je crois que c'est souvent un bon filon. Quand j'ai parlé de réforme de l'université, vous vous souvenez, j'ai parlé de d'autres systèmes, d'autres pays. J'ai regardé les tests Shanghai ou les classements ou les citations, les brevets, les citations d'universités dans d'autres pays. J'ai essayé de comprendre où ça marchait relativement bien. Et on a vu l'autonomie, on a vu le rôle de ça. Ben, je crois que dans toute réforme, ça ne veut pas dire qu'il faut copier les autres, mais c'est important de faire ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe ailleurs, quitte après à faire des études plus micro, comme on fait entre États américains. On pourrait faire ça d'une région à l'autre en France, pour voir si ce qu'on voit en termes de comparaison internationale se retrouve à un niveau plus micro. Et si on voit que ça se retrouve de manière systématique, alors on a quand même ça nous donne disons, des lignes de force pour penser une certaine réforme. Parce qu'au fond, quand vous faites une réforme fiscale, vous vous dites, quel est le but? Pourquoi vous voulez une réforme fiscale? Qu'est-ce que j'en attends? Ben, je veux qu'elle soit redistributive, évidemment, parce que je ne veux pas une société avec des inégalités qui explosent. On a vu que ça a des inconvénients terribles, et puis je ne veux pas, éthiquement. Bon. Donc on veut une fiscalité redistributive, mais en même temps, on veut un bon revenu de l'impôt, parce qu'on doit financer des services publics. Ce qui est très intéressant en Suède, c'est que quand ils ont baissé les impôts comme ils l'ont fait, le revenu fiscal a augmenté, parce que les gens ont travaillé beaucoup plus. Il y a ce qu'on appelle la courbe de l'affaire, c'est-à-dire que trop d'impôts tue l'impôt. Et comme il y a eu moins d'imposition, bien en Suède, ils ont sont mis à travailler plus dur. Ce n'est pas juste que d'abord il y a des gens qui sont revenus, mais il y a des gens qui sont travaillés plus dur. Et donc ils ont eu un revenu fiscal supérieur. En fait, le revenu fiscal a augmenté en Suède après la réforme fiscale, et il n'a pas diminué. Et donc ils ont pu continuer à financer l'école, la santé, l'université, le marché du travail, etc. Et vous voulez en même temps une fiscalité qui ne décourage pas l'innovation. Donc c'est ça que vous voulez, parce que vous voulez de la croissance. Et donc la réforme fiscale, vous devez la penser en termes de tout ça. Et c'est pour ça. Et donc je crois qu'on ne peut pas penser la réforme fiscale en se dire mais quel est mon objectif? Qu'est-ce que je cherche? Et comment je peux arriver à mon objectif par différents instruments qui sont notamment une fiscalité intelligente, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne politique de concurrence et d'autres arrangements institutionnels qui font que les top 1%, eh bien, ne peuvent pas pervertir le système en rachetant le système. Bon, voilà. Par exemple, sur les médias aussi, ce n'est pas bon quand tous les médias sont concentrés dans les mains de quelques top 1%. C'est important qu'il y ait, que les médias... Voilà, il y a une série de choses qu'on peut faire pour faire en sorte que certains dangers soient en tout cas évités. Voilà. Je voulais simplement... alors, il y a tout le débat sur le salaire minimum qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que le salaire minimum, qu'est-ce que le salaire minimum, il a été réduit et puis il s'est mis un peu, aux États-Unis, le salaire minimum, comme je vous l'ai dit, a baissé, notamment à la suite de la désyndicalisation, d'accord, et en Grande-Bretagne aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire à quel niveau doit être le salaire minimum. Et là, il y a tout un débat. Et le débat est le suivant. Si vous partez d'une situation où vous n'avez pas de salaire minimum, eh bien, d'augmenter le salaire minimum, c'est une manière de réduire l'inégalité, certainement. Quand Obama dit « je dois augmenter le salaire minimum », c'est important. Quand Tony Blair, en Grande-Bretagne, a dit « je dois augmenter le salaire minimum », ça réduit l'inégalité dans ces pays, parce qu'il était à un niveau très bas. Il avait perdu énormément de pouvoir d'achat, sous Thatcher ou sous Reagan.
Mais la question, c'est que si vous avez un salaire minimum qui augmente plus vite que la productivité, qu'il augmente trop vite, alors là, vous avez un problème, vous comprimez trop la distribution des salaires, et vous avez un problème, c'est que ça peut décourager l'embauche. Et là, alors, l'inégalité se remet à augmenter. Donc, c'est très intéressant. Si je devais représenter en horizontal le salaire minimum et en vertical l'inégalité, eh bien, il y a un effet de courbe en U à nouveau. Partant d'un salaire minimum très bas, de l'augmenter réduit les inégalités. Mais si vous augmentez trop haut, vous réaugmentez les inégalités parce que vous réduisez l'embauche et donc vous augmentez l'inégalité entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas. Donc ça veut dire qu'il faut compléter le salaire minimum par d'autres instruments de lutte contre la pauvreté. Il y avait le RSA, la PPE ou ce qui en tient lieu. Et donc je crois qu'il faut plusieurs instruments de lutte contre la pauvreté. Le salaire minimum en est un, il est important. Il n'est pas question de le réduire, mais il est question de l'augmenter d'une manière modulée, qui dépend de la région, qui dépend du coût du logement, qui dépend de différents facteurs. En Suède, il est négocié par branche et par région. Je crois que c'était une bonne chose, mais également de compléter par d'autres instruments de lutte contre la pauvreté et qui soient vraiment effectifs pour ce faire. Donc là, il y a tout un débat sur le rôle du salaire minimum qui est très important, mais comment le moduler, comment le renégocier, et est-ce qu'il doit être le seul instrument de lutte contre la pauvreté ou est-ce qu'il doit être complété par d'autres instruments qui agissent en complémentarité avec le salaire minimum. Donc là, il y a tout un débat très important, mais évidemment, ça me mènerait trop loin. Je crois que je m'arrête là. Vous n'en pouvez plus déjà de moi. Merci.